Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un modèle un petit peu différent de ce que je vous avais fait auparavant, pendant le confinement. Je vous propose une vidéo audio. Je vais mettre au fur et à mesure de mon propos différentes illustrations pour montrer un petit peu de quoi je parle. Et voilà, donc j'aimerais avoir votre avis à la fin de la séance sur ce que vous en pensez, si c'est plus facile, s'il y a des choses à améliorer. Dites-moi afin que je puisse vous aider au mieux. Je compte sur vous. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre d'histoire, c'est le numéro 7. C'est le chapitre 7 intitulé «Les permanences et les mutations de la société française jusqu'en 1914». Donc le précédent chapitre, celui que je vous avais mis en ligne, sur la mise en œuvre du régime républicain était réellement un chapitre d'histoire politique. Que se passe-t-il au niveau de la politique française et évidemment à l'international? Avec l'unification de l'Italie, l'unification de l'Allemagne. C'est bon? Vous avez tout ça en tête? Alors que cette fois-ci, ce nouveau chapitre, lui, il est vraiment fondé sur la société. C'est un chapitre d'histoire culturelle, d'histoire sociétale. À cet égard, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de lire, parce que vous en avez le temps, de lire du Zola, de lire du Flaubert, bref, de lire ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, sous la plume littéraire de très très grands auteurs. Pour ce nouveau chapitre, je vais vous demander évidemment d'être à nouveau sur votre manuel, sur le livre scolaire en histoire. Le chapitre commence aux pages 194-195. Puisque la période étudiée commence en 1870, il est évidemment important que vous vous rappeliez le précédent chapitre que vous aviez fait avec Monsieur Terrier sur la révolution industrielle et toutes les profondes transformations sociales qu'avaient été engendrées. Rappelez-vous la révolution industrielle, la naissance de nouvelles classes sociales, celle des ouvriers et celle de la bourgeoisie, qui remplace au fur et à mesure du XIXe siècle la précédente séparation sociale des nobles d'un côté du tiers-état, l'ancien tiers-état de l'autre. Aujourd'hui, au sein de ce tiers-état, cette division de toute façon n'existe plus. Donc, au sein de l'ancien tiers-état, se détache réellement la branche bourgeoise et la branche ouvrière de la société française. Mais en plus, pendant toute cette période, à partir de la Troisième République, il y a de très nombreux nouveaux enjeux. Du point de vue évidemment économique, mais des nouveaux droits, la création de nouveaux droits sociaux, de nouveaux droits politiques. On a pu en parler dans le chapitre précédent à propos du droit de grève, par exemple, la liberté d'expression, la création de syndicats, mais également des nouveaux droits pour les femmes, notamment leur implication de plus en plus forte dans le travail en ville, et également les premières manifestations pour le suffrage des femmes. Alors, en guise d'introduction, je vous propose de regarder, de mettre en comparaison deux peintures du XIXe siècle, donc, qui sont aux pages 194-195 de votre manuel. Sur la page de gauche, vous verrez une scène de la vie rurale avec un foyer, avec un homme, une femme et leurs enfants qui sont devant une maisonnette et l'on voit au loin des ouvriers qui travaillent au champ. Tandis que sur la page de droite, vous verrez une scène tout à fait différente, qui est beaucoup plus citadine, et qui montre deux jeunes femmes qui sont assises et qui conduisent une voiture automobile. C'est quand même extraordinaire puisque ce sont les premières machines, les premières locomotives personnelles à usage personnel. Le chemin de fer existe depuis la toute fin du XVIIIe siècle et il est encore emprunté et de plus en plus emprunté avec la création toujours plus importante des lignes de chemin de fer. Mais c'est encore assez rustique dans le sens où on ne peut pas aller partout en France avec le train. Et puis surtout, ce sont des moyens de locomotion collectifs. Et là, vous voyez, cette peinture, une scène donc de trajet en automobile, avec deux femmes qui sont très bien vêtues. Vous pouvez voir la différence avec le tableau précédent. Et le fait que je vous montre comme ça ces deux peintures, si elles sont mises en comparaison, c'est évidemment pour voir les permanences et les mutations de la société française. La société française est encore très rurale, comme on peut le voir sur cette scène sur la page de gauche. Mais il ne faut pas oublier que cette deuxième révolution industrielle qui se développe dans cette deuxième partie du XIXe siècle a des conséquences très 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 profondes sur la société française, qui est de moins en moins rurale, qui s'urbanise donc de plus en plus grâce à l'exode rural, vous connaissez tous ces termes, et qui se développe économiquement, socialement. Alors en guise d'introduction à ce nouveau chapitre,
Nous pouvons appeler ce qu'est une permanence et ce qu'est une mutation. Une permanence est une situation qui se poursuit dans le temps, quelque chose qui dure. Au contraire de la mutation, donc, qui est un changement qui affecte sur le long terme une économie ou une société, voire même les structures de cette économie ou de cette société. Ainsi, à partir de 1870 jusqu'à 1914, la France connaît une permanence économique. Pourquoi ? Parce qu'elle est engagée dans une deuxième révolution industrielle. Je vous en rappelle la définition, c'est un processus qui fait basculer, on va dire, des territoires d'une économie très majoritairement agricole et artisanale à une économie majoritairement industrielle et commerciale. C'est dû évidemment, c'est forcément en lien avec l'exode rural et l'urbanisation de la France. Donc, le fait que ce soit une révolution industrielle, c'est que l'industrialisation de la société soit tellement forte que son économie se base désormais non plus sur le travail agricole, mais sur le travail industriel et sur son commerce. Donc la France est engagée dans la deuxième révolution industrielle et elle connaît donc une permanence économique. Mais la France connaît aussi des mutations. Les mutations touchent les villes, mais aussi les campagnes. En effet, les usines se situent aux alentours des villes, mais se situent surtout là où la matière première est accessible. Et ce travail dans les usines attire une main-d'œuvre rurale, majoritairement féminine et souvent étrangère également. Le fait d'avoir ainsi un travail dans une usine permet d'apporter un salaire régulier, assuré, ce qui n'est pas le cas avec un travail agricole, qui lui est bien évidemment soumis aux nombreux aléas, notamment météorologiques. Donc, le travail dans les usines attire une main-d'œuvre rurale et féminine, ce qui permet d'avoir une élévation globale du niveau de vie des Français. Donc, avoir un meilleur niveau de vie change le quotidien de ces nombreux Français. Ainsi, comme je vous l'ai dit, la bourgeoisie et les ouvriers sont les deux grandes catégories sociales qui sont en pleine expansion. C'est en général la bourgeoisie qui détient les usines, les grands commerces, et les ouvriers, comme leur nom l'indique, c'est ceux qui œuvrent dans ces usines. De nombreuses tensions, pourtant, apparaissent au sein de la société parce qu'elles restent très inégalitaires. Un ouvrier gagne évidemment un salaire fixe, mais un salaire encore très faible. Et évidemment, un salaire d'homme ouvrier ou un salaire de femme ouvrière est très très différent. La femme est bien moins payée qu'un homme, mais de manière très forte à ce moment-là. En général, un homme gagne facilement 2 fois plus lorsqu'il travaille dans une usine. Donc tout cela crée une mutation de la société française. Pourquoi ? Parce qu'elle quitte les campagnes pour s'installer en ville, parce qu'elle quitte le travail agricole pour travailler dans les usines, et parce qu'elle s'améliore dans son niveau de vie, dans son confort. Dernier élément, toute cette période de la société française entre 1870 et 1914 a été appelée a posteriori la Belle Époque, avec une majuscule à Belle. Pourquoi ? Justement à cause de toutes ces mutations politiques, puisque c'est l'implantation du régime républicain, mais aussi économique, puisque c'est la révolution industrielle, et enfin sociétale, culturelle, puisque la société française améliore son niveau de vie, mais aspire également à de nouvelles manières de vivre. La Belle Époque est donc une période de mutation politique, économique et sociétale. Voilà la problématique de notre cours. En France, la période 1870-1914, marquée par des mutations économiques et sociales toujours importantes, constitue-t-elle une belle époque ? Point d'interrogation. En effet, c'est une belle époque et pourtant, de nombreuses tensions apparaissent au sein de la société qui reste encore inégalitaire. Donc cette belle époque n'est pas si belle que ça. Il y a des parts d'ombre dans cette société française qu'il ne faut donc pas oublier. Voici le plan que nous allons suivre dans notre cours, mais évidemment que je vous donnerai les titres au fur et à mesure. D'abord, nous verrons la nouvelle étape dans l'industrialisation, puisque c'est la deuxième révolution industrielle, donc, qu'il y a de nouvelles énergies avec l'apparition de l'électricité, mais également de nouvelles inventions, de nouvelles innovations, l'apogée du textile, l'apogée de la sidérurgie.
Bref, pour cela, vous devrez absolument revoir votre cours sur la première révolution industrielle. Dans cette première partie, nous verrons également la transformation des territoires et l'évolution du monde du travail. Et enfin, en deuxième partie, nous verrons l'amélioration des conditions de vie, les nouvelles élites de la société française et les inégalités profondes qui demeurent. Vous pouvez noter donc le grand 1, une nouvelle étape dans l'industrialisation. Petit a, une seconde révolution industrielle. Donc, à partir de 1870, une nouvelle période de croissance voit le jour. Je vous rappelle, la première révolution industrielle du XIXe siècle était dans la première partie du siècle. Donc les années 1870 marquent le début d'une nouvelle étape dans le processus d'industrialisation. Je vous rappelle, l'industrialisation, c'est la phase durant laquelle l'industrie prend le rôle moteur dans l'économie, au détriment donc de l'agriculture. Grâce à cette industrialisation, je vous rappelle que le suffixe « tion » désigne un processus, quelque chose en cours qui n'est pas encore terminé. L'industrialisation, donc, permet une croissance assez régulière de la production, voire même soutenue. La croissance industrielle, donc l'augmentation de la production industrielle, est d'environ 2,5% par an, ce qui est absolument considérable. Toute cette production industrielle est une véritable fierté. Depuis l'ouvrier jusqu'au propriétaire de l'usine, bref, pour toute la société française, c'est une véritable fierté de voir son pays fabriquer des machines aussi extraordinaires. Et toute cette fierté-là, elle est montrée, arborée fièrement donc, lors de ce qu'on appelle les expositions universelles. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que ça existe toujours, une exposition universelle. C'est un rassemblement de tous les pays du monde, du moins ceux qui veulent participer, qui viennent en général créer ce qu'on appelle un pavillon, c'est-à-dire une espèce de stand, si vous voulez, mais quand même beaucoup plus glorieux, beaucoup plus fier, beaucoup plus grand, pour montrer toutes les merveilles, tout ce que ce pays a de plus beau. Vous voyez, c'est un rassemblement où chaque pays aura un pavillon et montrera dans ce pavillon toutes les fiertés de son pays. Les expositions universelles existent encore. D'ailleurs, la prochaine doit se tenir, on n'a pas de nouvelles, mais doit se tenir à partir d'octobre 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La première grande exposition a eu lieu en 1851 à Londres. C'était The Great Exhibition et qui montrait ainsi l'industrie de toutes les nations. C'était le thème de cette exposition universelle. Donc vous voyez bien que c'est une manière de rendre compte au monde entier la qualité et la quantité aussi de toute l'industrie créée par un pays. Vous allez donc faire l'étude de cas sur ces expositions universelles entre 1889 et 1900, qui sont à la page 200-201 du livre scolaire. Pour la petite anecdote, il y a encore des relégats de certaines expositions universelles, à Paris notamment, puisque Paris a été une des premières villes qui a accueilli l'exposition universelle. L'élément le plus connu qui date de ces expositions universelles, évidemment, la Tour Eiffel, qui donc a été construite pour une exposition universelle et qui avait pour but de rester seulement pour cette exposition universelle. Ça dure à peu près 6 mois. Donc en fait, cette construction gigantesque devait être détruite à la fin de cette exposition universelle. Elle est encore là, comme vous le savez bien. Mais il y a également d'autres éléments qui restent à Paris, ou du moins dans ses alentours, qui datent de ces expositions universelles. Et vous pouvez aller les visiter. Il s'agit du pavillon des Indes, c'est-à-dire le pavillon, le stand, si vous voulez, des Indes britanniques, vous savez, la colonie britannique des Indes, qui a été construite donc pour l'exposition universelle de 1878, qui a été démontée et qui a été remontée dans un parc à Courbevoie, donc dans la banlieue nord-ouest de Paris. Et donc aujourd'hui, il accueille des artistes. Bref, on voit encore cette architecture très particulière qui fait penser donc à une construction indienne, avec ses dômes dorés notamment. C'est un pavillon qui est issu d'une colonie, donc évidemment qu'elle est occidentalisée, que le pavillon est occidentalisé. Et juste à côté de ce pavillon des Indes, il y a également le pavillon de la Suède et de la Norvège, qui a été transformé aujourd'hui en musée. Et vous pouvez donc aller le visiter. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi donc ce que vous en pensez.
Faites cette étude de cas sur les expositions universelles et rendez-moi votre devoir afin que je puisse voir votre excellent travail. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite.